L'île élégiaque. Ces événements se déroulèrent il y a très très longtemps. Sur une petite île qui a disparu, existait une coutume étrange. Les habitants pleuraient leurs disparus avec des chansons et des élégies. Ces chansons se jouaient en continu, dès le dernier instant avant la mort, pendant les funérailles et jusqu'à l'enterrement. Les élégies étaient chantées pour de nombreuses raisons. Pour soulager le chagrin de la famille, pour rappeler l'héritage du défunt, pour apaiser l'âme de celui qui est mort dans des circonstances éprouvantes, pour célébrer celui qui a vécu jusqu'à un âge très avancé, ou pour évoquer la colère que suscitée par la mort inutile d'un autre. Les mélodies ou les paroles n'étaient pas toujours les mêmes. Apparemment, les chansons ne contenaient pas de paroles du tout. Aucun document n'a survécu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de compiler des histoires orales, soupire l'archéologue en voyant l'île du pont du navire. Les habitants de cette île ne possédaient aucun système d'écriture, ce qui signifie qu'ils n'avaient aucun moyen de laisser des signes ou des preuves de leur vécu. J'espère que nous pourrons au moins discuter avec quelques survivants, mais il n'y en a pas beaucoup. Tout le monde a été tué. L'archéologue de l'équipe de recherche est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Son pays a détruit l'île. C'est arrivé à l'époque où ses ancêtres, 7 générations plus tôt, étaient encore jeunes. Je déteste dire du mal de mon pays, dit-elle en haussant les épaules. Mais il n'avait vraiment pas besoin d'aller si loin, si loin. N'a rien d'une exagération. Son pays s'est vanté de sa force militaire écrasante. Prendre le pouvoir sur la minuscule île aurait été aussi facile que de tordre le bras d'un nourrisson. Mais son pays croyait en l'oppression des pays voisins par la force. Les chefs pensaient plus à ses voisins qu'à l'île elle-même. Quand ils lancèrent leur offensive, l'île avait servi d'exemple. Elle fut brûlée de part en part. Chaque être humain sur l'île, du nouveau-né aux anciens au seuil de la mort, fut tué impitoyablement. C'est étrange tout de même, dit la jeune femme, avec un sourire grave. Il ne reste pas de traces de cette époque, même dans notre propre pays. Je suppose que ce qu'ils ont fait était si effroyable qu'ils n'ont pas souhaité que leurs descendants s'en souviennent. Sa remarque incite quelques savants plus vieux à bord à s'éclaircir la voix, ce qui fait immédiatement taire la jeune femme. Elle murmure. Désolé, vous n'êtes pas vraiment plus âgé que moi, vous ne voulez sûrement pas entendre parler de toute cette histoire de toute façon. Moi, si. Comment ces sujets universitaires si ennuyeux peuvent intéresser un marin comme vous? Kem remue la tête en silence. Soudain, le pont s'anime, beaucoup. Le bateau approche de l'île. Il a pénétré dans une partie de canot tortueux, où les compétences de l'équipage seront mises à l'épreuve. Le maître d'équipage appelle Kem. Oh, je suis désolé, dit la femme. Je n'aurais pas dû monopoliser votre attention. Vous avez du travail. Tout en s'excusant, la jeune et bavarde archéologue demande quand même à Kem. Est-ce que cela vous dérange si je vous pose une dernière question? Je vous en prie, allez-y, répondit-il en s'arrêtant net. Elle jette un coup d'œil alentour, pour s'assurer que personne ne puisse écouter ses murmures. Je suis sûr que c'est la première fois que vous transportez une équipe de chercheurs. Oui, oui. Et ce sera votre première fois sur l'île? Eh bien, oui. Alors vous ne connaissez probablement pas la sombre histoire qu'on raconte sur cet endroit. On dit que certains des érudits qui y sont allés ont été maudits. Certains seraient tombés malades en faisant des recherches sur l'île, et d'autres seraient devenus fous à leur retour. J'ai même entendu dire que certains se sont suicidés. Ça s'est passé il y a longtemps, non? Oui, c'est la première expédition de recherche en 50 ans. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'une équipe était envoyée, quelqu'un de ses membres souffrait de la malédiction. C'est pourquoi plus aucune expédition n'a été organisée pendant toutes ces années. D'ailleurs, tout ça me fait un peu peur. Elle fait comme si un frisson parcourait tout son corps.
Je me demandais si vous pouviez m'apprendre quelques sorts pour garantir ma sécurité. Kem la regarde droit dans les yeux, pas seulement pour examiner son apparence, mais aussi pour sonder la personne en son fort intérieur. Vous vous en sortirez, dit-il. Vous le pensez? J'en suis quasiment certain. Elle le regarde avec un air interrogateur. Il ajoute: toutefois, si vous entendez un chant, fredonnez l'air. Que voulez-vous dire? Demande-t-elle, son visage devenant de plus en plus inquiet. Mais Kem n'ajoute rien. Venez par ici, maintenant, monsieur, crie le maître d'équipage à Kem qui se dirige vers son poste. Il avait quand même menti à cette femme. Ce n'était pas la première fois qu'il venait sur cette île. Il y est déjà venu plusieurs fois dans le passé. Son premier voyage avait eu lieu il y a très très longtemps. Comme a dit l'archéologue, les élégies de l'île n'avait pas de mélodie ou de paroles définitives. Elles étaient toutes chantées de façon improvisée, sans être jamais répétées. Pour 100 morts, il fallait 100 élégies. Les personnes en deuil ne se mettaient même pas d'accord à l'avance sur la nature au début. Chacun chantait sa propre chanson pour exprimer ses sentiments concernant le défunt. Finalement, le fatras de chansons s'assemblait en une seule mélodie sans qu'aucun chanteur ne se distingue. Dans la culture de cette île, qui ne possède aucun écrit, il n'y avait bien sûr aucune partition, aucun instrument d'accompagnement n'existait. Chaque personne endeuillée donnait de la voix pour souhaiter un heureux et dernier voyage, et une chanson émergeait. Les voyages de Kem l'amenèrent pour la première fois ici, quand l'île était en période de paix, c'est-à-dire il y a des siècles. Il débarqua juste après la mort d'un ancien du village. Pendant 3 jours et 3 nuits, une élégie fut chantée sans interruption. La chanson des habitants de l'île qui remuait les ténèbres et résonnait dans le ciel clair et bleu, marqua d'un certain réconfort ennoblit le cœur de Kem, un homme pour qui le destin avait décrété que personne ne chanterait jamais d'élégie, et dire qu'une telle île avait été brûlée de part en part. Les gens fuyaient dans toutes les directions et furent tous massacrés un à un. C'était un véritable bain de sang. Kem connaît les atrocités que représente une boucherie. Il est au courant des choses qui n'avaient pas été transmises à la génération de la jeune archéologue. S'il l'avait voulu, le pays de la jeune femme aurait pu prendre le contrôle de l'île en une seule nuit. Mais il a préféré utiliser son pouvoir militaire pour traquer chaque habitant de l'île sur une période de plusieurs jours, comme s'il remplissait soigneusement les blancs d'un cahier de coloriage. L'île se couvrit d'élégies. Au début, quand le nombre des vivants dépassait celui des morts, les voix des élégies faisaient trembler l'île tant elle était puissante. Cependant, les jours passèrent et les morts devinrent de plus en plus nombreux que les vivants. Les chants mêlés aux sanglots se firent de plus en plus faibles. Une fois la bataille terminée, les quelques survivants de l'île qui avaient été acculés à la pointe nord se cachèrent dans une grande caverne. Ils se résignèrent à la mort. Il ne leur restait qu'une chose à faire: prier pour avoir le droit de mourir en paix. Mais même cette petite dose d'espoir leur fut arrachée par leurs ennemis. L'armée du pays de l'archéologue fit preuve d'une extrême brutalité. Les soldats armés entrèrent dans la caverne et sortirent un insulaire par jour pour le tuer. Un jour, c'était un vieil homme. Le jour d'après, c'était un jeune homme. Le jour encore d'après, ils torturèrent à mort une jeune femme qui allaitait un nourrisson. Et le jour suivant, ils emportèrent le nouveau-né pour le tuer. Les élégies retentirent sans interruption. Les chants qui s'échappaient de la caverne submergèrent les oreilles des soldats, responsables de ce massacre. Les soldats au cœur tendre tombèrent les uns après les autres. D'autres devinrent fous et quittèrent le front. La chanson était l'arme ultime des insulaires, qui n'avaient aucun autre moyen de se battre. Ils continuèrent à chanter, alors qu'ils luttaient contre la famine, la soif et leur propre peur. Le commandant qui luttait contre ces rebelles ordonna de condamner l'entrée de la caverne. Selon lui, en enterrant les gens vivants,
les chants deviendraient inaudibles. Mais un faible chant continua. Il persista des jours et des jours, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, le jour, la nuit. Il continuait désormais entrecoupé de pauses de plus en plus longues. Le chant dépassa l'élégie pour une seule personne et devint un chant imprégné du chagrin de toutes les entités vivantes de l'île. À la fin de la saison, le dernier son fluet disparut. L'armée quitta l'île. Aucune trace de ces opérations militaires ne fut conservée. Plus jamais personne ne vint vivre sur cette île. La première équipe de recherche à venir depuis 50 ans est en proie à de nombreuses difficultés. Les uns après les autres, les savants disparaissent. Presque tous les jours, une personne malade quitte le navire arrimé au large. Tous les savants gémissent de douleur et se bouchent les oreilles. La situation est la même qu'à l'époque où les chercheurs ont renoncé à cette île. Kem sait exactement ce qui se passe. La brise de l'océan qui balaye l'île résonne comme une chanson. Les branches qui oscillent dans la forêt retentissent comme une chanson. Les oiseaux perchés dans les arbres semblent chanter sur l'air d'une chanson. Le murmure d'un ruisseau ressemble à une chanson. Les pas des bottes sur les tas de feuilles mortes fait penser à une chanson. Le fracas des vagues sur le rivage ressemble à une chanson. L'élégie pour l'île que les habitants chantèrent jusqu'à leur dernier souffle est désormais chantée par l'île elle-même. « Pitié! Arrêtez! Je vous en supplie, stop !» crient les savants dans leur délire, se bouchant les oreilles. « J'ignore ce qu'on a fait. C'était nos ancêtres, pas nous !» Les savants gémissent, entendent la colère et le chagrin dans cette interminable élégie retentissante. Ce qu'ils disent est vrai, ce n'est pas leur faute. Ils ignorent totalement les événements qui ont eu lieu sur cette île, il y a si longtemps. Parfois, l'ignorance peut être un péché mortel. Ils devraient tendre l'oreille et écouter d'autant plus. C'est toujours ce qu'a fait Kem. L'élégie chantée par l'île ne renferme pas seulement de la haine et de la colère. L'île n'essaye pas de torturer des membres de la nouvelle génération comme eux, qui n'ont pas péché. Plutôt que de se boucher les oreilles, il ferait mieux d'écouter. Ainsi le message les atteindrait. L'île ne leur dit seulement « Vous devez connaître la vérité. Vous devez savoir ce qui s'est réellement passé sur cette île il y a si longtemps. » L'expédition se termine bien plus tôt que prévu. La plupart des chercheurs sont retournés sur le navire, la santé au plus bas. Les plus gravement malades ont été renvoyés chez eux. Ce n'est plus possible de continuer. La jeune archéologue qui parlait à Kem, à l'aller, est une des seules à avoir persévéré jusqu'au bout. « Merci, dit-elle à Ken. Dès qu'elle monta sur le navire, elle vit Ken sur le pont et se précipita vers lui. Elle a l'air exténuée, mais sa fatigue est nettement plus mentale que physique. Pourtant, ses yeux laissent transparaître une lueur d'obstination. « Avez-vous entendu chanter ?» demande-t-il. « Oui, répond-elle, en hochant la tête, le regard porté sur l'île qui s'éloigne. C'était si triste. Comme il l'avait pensé, elle était capable de s'ouvrir à la tristesse. « Avez-vous chanté ?»« Oui, j'ai chanté. En partie à cause de ce que vous m'aviez dit. Mais je me suis aussi retrouvé à fredonner le même air assez naturellement. » Kem acquiesce et lui sourit. C'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un qui possède assez de cœur pour entendre l'élégie de l'île. Elle dit « Cette fois, à mon retour, je veux conduire des recherches plus poussées sur la guerre. C'est quelque chose que je dois faire. J'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Je suis heureux de vous entendre dire ça, dit-il. Je découvrirai peut-être des faits embarrassants pour mon pays, mais je sens que c'est absolument indispensable de révéler la vérité, de savoir ce qui s'est passé en réalité. » Le navire atteint le large. Un oiseau blanc s'envole de l'île, seul, comme s'il avait vu le navire reprendre son voyage. Traçant un grand arc dans le ciel bleu, il attend que le navire le suive, et alors qu'il fait du surplace, dans l'air, il émet un grand cri retentissant. Ce n'est plus une élégie, c'est une chanson joyeuse qui célèbre le pardon, indiquant l'aube d'une nouvelle ère. Fin.